Welcome to the Interventional Glaucoma podcast, brought to you by Elias. Join us for unscripted discussions about the latest innovations in interventional glaucoma with leading ophthalmologists in the field. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans ce podcast organisé par le laboratoire Elios Beauchet-Lombe, dans lequel, avec mes deux collègues, professeur Philippe Denis et docteur Alice Gris-Dulac, on va vous parler de la chirurgie du glaucome, et notamment on va vous parler de la place et des indications des nouvelles techniques chirurgicales, et notamment des chirurgies trabéculaires dites mini-invasives. Alors on va échanger, on va se poser des questions, et donc participeront à cet échange le docteur Alice Gris-Dulac, qui est ophtalmologiste, spécialiste et chirurgienne du glaucome à la Fondation ophtalmologique Rothschild à Paris, et le professeur Philippe Denis, qui est également ophtalmologiste et spécialiste de renom du glaucome et chef de service à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Alors j'ai une première question que je vais poser à Monsieur Denis. On a des nouvelles recommandations de la Société européenne du glaucome qui ont été publiées et notamment ont été actualisés les algorithmes de prise en charge du glaucome. Et dans le temps, le traitement de première ligne était souvent ou toujours un traitement médical, puis éventuellement laser et chirurgie filtrante en dernier. Et finalement, on voit que les techniques plus invasives ou interventionnelles, comme les techniques physiques, le laser ou la chirurgie mini-invasive, peuvent maintenant être proposées en première intention. Et ces nouveaux algorithmes, ils illustrent un peu ce qu'on appelle le concept de chirurgie ou de prise en charge interventionnelle du glaucome. Est-ce que vous pouvez définir pour les auditeurs ce qu'est le concept de glaucome interventionnel? Oui, merci Florent et bonjour à tous. L'évolution de la prise en charge du glaucome s'inscrit clairement dans un changement de paradigme, passant d'une stratégie essentiellement à base de collyre, médicamenteuse et séquentielle, à une approche plus précoce qu'on appelle, comme vous le dites, interventionnelle, qui vise à restaurer les voies naturelles d'écoulement de l'humeur aqueuse. Dans ce contexte, toutes les nouvelles techniques, en particulier les techniques ab interno sans implant telles que la trabéculotomie par le système Helios, lorsqu'elles sont combinées à une chirurgie de la cataracte, mais pas uniquement, elles occupent une place croissante dans l'arsenal thérapeutique du glaucome. Donc en pratique, on va beaucoup plus rapidement vers ces techniques puisqu'elles sont généralement assez sûres et donnent de bons résultats et permettent d'éviter de se perdre un peu dans l'association un peu intéressante de l'addition des collyres. Alice, une question. On a différentes techniques de chirurgie trabéculaire disponibles. Quelles sont, à ton avis, la place, c'est-à-dire les indications pour nos patients de ces techniques de chirurgie trabéculaire, généralement combinées à une chirurgie de la cataracte? Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous. Je suis ravie d'être là pour discuter de ce sujet très important. Et c'est vrai qu'on est à un moment clé. Là, on est dans une vraie évolution, voire une révolution dans la prise en charge du glaucome avec ces techniques trabéculaires qui nous permettent d'avoir un rôle vraiment actif. Donc, on va agir directement dans le cadre de l'évolution de la maladie. Et la chirurgie interventionnelle, c'est d'intervenir directement sur le devenir de la maladie glaucomateuse. C'est une grande chance actuellement parce qu'on a plusieurs technologies, plusieurs dispositifs trabéculaires qui permettent d'adapter la prise en charge en fonction des patients. Évidemment, l'indication combinée avec la chirurgie de la cataracte, c'est l'indication reine, parce qu'on sait qu'on a environ 20 à 25% des patients qui ont une cataracte et qui ont en même temps une hypertonie oculaire ou un glaucome. Sur tout ce type de patient, il est tout à fait justifié de s'interroger, de se poser la question et d'intervenir, si cela est possible, par un geste sur le trabéculum. Après, quel geste trabéculaire? On a des gestes qui sont avec des dispositifs implantables, il en existe plusieurs. On a par exemple l'iStent qui est le premier des dispositifs et qui est disponible depuis plusieurs années. C'est le précurseur de ce type de chirurgie du trabéculum. Et on a une autre catégorie de technologies qui est une catégorie sans implantation de dispositifs intraoculaires, c'est-à-dire qu'on ne va pas laisser de dispositif à l'intérieur de l'œil et qui passe plutôt par une excision de tissu. Donc on va enlever la zone de blocage de filtration de manière à augmenter l'écoulement de l'humeur aqueuse et c'est exactement le principe que va utiliser la technologie Helios. Donc chaque technique a ses avantages, ses inconvénients et on va pouvoir choisir en fonction du profil du patient, en fonction du profil du type de glaucome et aussi de l'objectif pressionnel qu'on souhaite atteindre par la suite, le dispositif, la technologie la plus adaptée.
Monsieur Denis, comme l'a dit Alice, on a en France à ce jour trois techniques de chirurgie trabéculaire qu'on utilise en pratique courante, deux avec un plan, l'iStent et le Dreyderus, et une sans implant, la trabéculotomie au laser Excimer. Est-ce que du fait des mécanismes ou des modalités tissulaires un petit peu différentes du laser Helios, est-ce que vous pensez que la place du laser Helios est exactement la même que le Dreysten ou le Dreyderus, ou est-ce que la place ou les indications peuvent différer un petit peu? Alors, c'est vrai que avec le système Helios, le fait qu'on ne mette pas d'implant, le fait que le dispositif soit simple et la courbe d'apprentissage dont on parlera peut-être est assez courte, font que ce système est tout à fait séduisant et intéressant, novateur de toute façon. Ça fait très longtemps qu'on voulait expérimenter le laser dans la chirurgie ab interno de l'angle iridocornéen. Alors, la hiérarchie des différentes techniques trabéculaires est difficile à faire pour l'instant. Il est clair que les indications sont assez proches. Dire lequel est le plus efficace, seules des études de grande envergure, comparant qu'on appelle face-to-face, chacun des implants pourrait nous dire quelle technique est la meilleure. En termes d'indications, euh, les indications sont assez proches. Le système Helios peut être utilisé en chirurgie combinée de la cataracte, mais également en chirurgie isolée. Donc c'est un avantage indiscutable. De toute façon, il faut bien dire que la maîtrise préalable de la gonioscopie péropératoire et la connaissance de l'anatomie de l'angle iridocornéen sont des préalables nécessaires à toute cette chirurgie trabéculaire, qu'elle soit avec ou sans implant. Oui, tout à fait. Alice, pour des auditeurs qui souhaiteraient débuter la technique de laser excimer Helios, est-ce que tu peux brièvement nous décrire la procédure, les étapes clés et quelle est la courbe d'apprentissage à ton avis? Combien de patients ou quel temps? Ou est-ce qu'elle est longue ou est-ce que rapidement on est optimal dans les résultats qu'on obtient avec cette technique? Oui, tout à fait. Dans la courbe d'apprentissage, il y a deux points. Le premier point, comme l'a dit professeur Denis, c'est d'abord l'abord angulaire. Si on est déjà un chirurgien habitué de l'abord de l'angle avec l'utilisation d'autres techniques, évidemment, la courbe d'apprentissage, elle va être plus facile, un peu plus rapide, parce qu'on a déjà cette habitude de l'orientation pour avoir une bonne visualisation de la zone à traiter. Et ça, c'est vraiment un point qui est primordial, c'est la bonne visualisation, le bon accès pour pouvoir traiter de la bonne manière. Si on a moins l'habitude de cette technique, bah, évidemment, il y a cette courbe d'apprentissage qui va être à prendre en compte, mais qui n'est pas non plus très importante avec un petit peu d'exercice. Ensuite, le deuxième aspect, c'est plus la spécificité de la technique Helios. C'est quelque chose qui est quand même relativement accessible, voilà, avec un petit entraînement si on a déjà l'habitude du trabéculum. Et je pourrais dire qu'une courbe d'apprentissage d'une quinzaine, vingtaine de patients en moyenne est correcte pour se sentir à l'aise. En pratique, le dispositif, c'est une sonde usage unique qui va délivrer le laser excimer et qu'on va positionner directement au contact du trabéculum. Et on va pouvoir faire 10 impacts répartis le plus largement possible pour augmenter le flux de l'évacuation lumeraqueuse. Et la machine, elle est précalibrée pour ces 10 impacts, justement. Et donc, voilà, on aura à les positionner et appuyer sur la pédale au bon moment, au bon endroit pour l'impulsion. L'idéal, c'est d'essayer d'avoir un traitement qui est le plus large possible pour couvrir la zone la plus large de l'angle, puis ensuite avoir accès au maximum de canaux collecteurs qui sont derrière pour augmenter l'efficacité potentielle. Voilà. Et avec un peu d'apprentissage, surtout je réinsiste encore une fois sur l'abord angulaire, c'est une technologie qui est assez maîtrisable, assez aisément par les chirurgiens de la cataracte. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, l'élément clé est de maîtriser la gonioscopie. Et quand on la maîtrise bien, parce qu'on utilise déjà d'autres techniques trabéculaires, la courbe d'apprentissage du laser Helios, elle est extrêmement courte, hein. C'est extrêmement facile et très comparable. L'abord est le même. Monsieur Denis, j'ai une question. Quels sont les résultats cliniques qu'on peut attendre du laser Helios en termes de baisse de PIO, de réduction des colliers antiglaucomateux? Quel suivi vous préconisez? Et question corollaire, à partir de quand on peut commencer à alléger le traitement médical si notre souhait est d'alléger le nombre de traitements pris par le patient? Alors,
C'est une très bonne question, parce qu'en pratique, c'est ça qu'on veut avoir, une baisse de pression intraoculaire significative. Généralement, les patients ont des glaucomes relativement peu évolués, sous monothérapie, voire sous bithérapie, et on peut espérer d'avoir, grâce à la baisse de pression intraoculaire obtenue par la technique, d'alléger le traitement médical, voire même d'interrompre le traitement médical. Bien entendu, la réaction de chaque patient diffère, et il est nécessaire d'avoir un suivi très régulier de tous les paramètres de la neuropathie optique glaucomateuse, champ visuel, OCT, examen du nerf optique et évidemment pression intraoculaire, pour alléger le traitement en fonction des patients. En pratique, vraiment, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que on va diminuer la charge thérapeutique médicamenteuse de ces patients et c'est un apport très important pour les patients. Et le fait qu'on puisse d'ailleurs combiner le système Helios avec une chirurgie de la cataracte, c'est d'un point de vue psychologique un plus notable parce que ça modifie favorablement la perception du traitement du glaucome par les patients, puisqu'on fait deux chirurgies en une et on allonge la chirurgie que de quelques minutes. Donc c'est un gros plus. Donc vraiment, je crois que il faut continuer à suivre les patients d'une façon extrêmement rigoureuse, suivie, et euh, dans ces conditions, le suivi d'un patient sera, lors d'une chirurgie combinée, celui de la cataracte, avec bien sûr une attention particulière à l'évolution du glaucome. Oui, je suis tout à fait d'accord, hein. C'est exactement. Et c'est vrai que les traitements médicaux topiques mal tolérés, les patients pas observants, qu'on suppose ne pas être observants, les altérations de la surface oculaire et toutes les altérations de la qualité de vie liées à ça sont des indications très classiques de ce type de chirurgie trabéculaire. Alice, une question sur un point qui a déjà été abordé un petit peu par Monsieur Denis, qui est celle de la procédure isolée, dit standalone. Est-ce qu'on peut, en France, légalement réaliser avec le laser Helios une procédure isolée, sans chirurgie de la cataracte? Et à ce moment-là, quelles sont les indications qui forcément sont un petit peu différentes, puisqu'il n'y a plus la question de la cataracte et de la baisse de vision qui fait réaliser une chirurgie de la cataracte? C'est une question très intéressante parce qu'on a un peu moins de recul, on est un peu au début de l'histoire de cette procédure Helios et surtout en procédure isolée. Techniquement, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. On peut réaliser le laser excimer chez les patients en dehors du geste de la chirurgie de la cataracte. Le scénario le plus fréquent, c'est peut-être chez le patient qui est déjà pseudophaque, c'est-à-dire qu'il y a un patient qui a été opéré de la cataracte dans le passé avec une extraction du cristallin, avant que la technique excimer n'existe, ou voire d'autres techniques trabéculaires, et puis qui, au fur et à mesure de l'évolution, a une augmentation de sa PIO et voire de l'évolution de la maladie. Et donc, il va avoir besoin d'un traitement pour réduire sa charge thérapeutique. Voilà, ça c'est la première catégorie de patients. La deuxième catégorie, ça peut être un rééquilibrage par rapport au deuxième œil. C'est vrai qu'on a des patients qui ont été opérés d'un œil dans le passé, l'autre œil, on va l'opérer maintenant, et puis on va se dire on va aussi traiter le deuxième œil comme on fait maintenant pour le premier œil combiné Phaco-Hélios. Voilà. On peut envisager aussi de faire la chirurgie en solo sur des yeux qui sont fac sans cataracte, donc patient peut-être un peu plus jeune. C'est aussi une possibilité. Il n'y a pas de contre-indication absolue. Il faut évidemment bien peser la balance bénéfice-risque de cette chirurgie intraoculaire. Alors, j'ai trois petites questions techniques que je vais vous poser pour terminer. Une première question qui est une situation fréquente. Est-ce qu'un SLT préalable, qui est déjà un laser qui agit sur le trabéculum, à votre avis, Monsieur Denis, est une contre-indication à la réalisation d'un laser Helios? Non, vraisemblablement pas. C'est vraiment pas du tout la même technique et avec le laser SLT, on a très peu de réactions inflammatoires. Dans le passé, on disait qu'il fallait classiquement attendre 3 mois entre un laser d'angle et une chirurgie de trabéculectomie. Là, à mon avis, c'est pas essentiel puisque le SLT entraîne très peu de réactions inflammatoires. Donc, moi, je dirais au moins un mois, d'ailleurs, ne serait-ce que pour évaluer correctement l'efficacité de la trabéculoplasie SLT sur la pression. Et puis, si ça ne suffit pas, on peut envisager autre chose.
Oui, je suis enfin, tout à fait du même avis. L'action tissulaire du SLT et du laser Helios n'est pas la même. Le laser Helios fait des petites perforations en profondeur, le laser SLT non. Je pense qu'effectivement, c'est absolument pas une contre-indication. Ouais. Alice, une des spécificités ou la spécificité du laser Helios par rapport aux autres draps trabéculaires est justement le fait qu'on ne laisse pas de drap en place dans le trabéculum. Est-ce que tu penses que l'impact du laser Helios sur la densité cellulaire endothéliale peut être moindre que les techniques avec implant? Et est-ce que c'est montré ou démontré ou supporté par des études cliniques pour l'instant? Ça, c'est une question qui est très intéressante et même qui est primordiale en termes de sécurité. Pour toutes les nouvelles technologies, on a besoin de savoir où on va. Alors malheureusement, on n'a pas encore beaucoup d'études cliniques comparatifs qui nous monitorent la densité endothéliale, mais on sait en tout cas qu'on n'a pas de gros incidents qui ont été rapportés au fur et à mesure du temps, mais de toute façon, c'est quelque chose qui doit être surveillé et on sait qu'on a eu des mauvaises expériences dans le passé avec certaines chirurgies, mais surtout des chirurgies avec des dispositifs implantables à l'intérieur du trabéculum qui ont entraîné des chutes de la densité endothéliale. Là, avec Helios, on n'a pas de dispositif implanté, donc on peut dire qu'on peut voilà, s'affranchir a priori du côté mécanique qui pourrait avoir une toxicité sur l'endothélium. En plus, on est quand même un petit peu plus, on est quand même un peu loin de la zone endothéliale, donc après, oui, on est quand même plus serein sur ce sujet-là. On sait que on peut avoir des patients qui ont une cataracte et qui sont âgés, qui peuvent avoir une réduction de la densité endothéliale du fait de l'âge et puis aussi de cornéa guttata, par exemple. Voire des patients qui ont même déjà eu des greffes de cornée endothéliale de type d'IMEC. Et laser Helios pourrait trouver sa place parce que c'est une technique qui est quand même très très peu invasive et qui pourrait voilà, répondre à ce besoin d'épargne thérapeutique chez les patients qui ont une fragilité endothéliale ou voire qui ont une greffe de cornée, chez qui on n'aime pas avoir des tensions qui s'élèvent. Donc, c'est des options qui sont possibles et le suivi et la littérature vont pouvoir nous aider beaucoup sur ce point-là. Et je pourrais rajouter que si on n'a pas tellement de que l'on sait quand même là, c'est qu'avec cette technique-là, on a un abord trabéculaire qui est direct grâce à l'approche à Materno, et ça va Mm. permettre d'avoir une épargne conjonctivale qui va être bien sûr tout à fait un plus si on envisage plus tard une chirurgie filtrante classique. Donc ça, c'est Ouais. sûrement un point essentiel des indications chirurgicales, puisque on sait qu'on va préserver la conjonctive, on ne va pas la toucher, donc ça n'obère pas l'avenir chirurgical du patient en termes de trabéculectomie, sclérectomie ou autre technique de chirurgie. Oui, tout à fait, oui, je pense que c'est vrai que le fait de ne pas mettre d'implant est quand même un intérêt, un atout, et c'est pour le chirurgien, effectivement, ce qu'on préfère si c'est possible. Monsieur Denis, j'ai une dernière question pour vous. Quand on discute avec les utilisateurs réguliers du laser Helios, souvent est rapporté le risque de saignement en chambre antérieure juste pendant la procédure ou juste après la procédure. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'il est un peu plus élevé qu'avec les autres techniques? Est-ce qu'on peut le prévenir et comment le gérer si ça survient? Alors c'est difficile de savoir, alors, c'est une bonne question technique parce que ça se provient en opératoire souvent, des fois en post-opératoire, mais là c'est plus maîtrisable. En opératoire, les conseils qui peuvent être donnés, c'est d'une part de travailler sur un œil relativement ferme, parce on sait très bien que le fait que la tension soit un petit peu plus élevée grâce au viscoélastique va permettre de limiter le saignement, et puis également d'agir assez vite et de voir que si on a un petit saignement sur un spot, d'aller plus loin sur le trabéculum très rapidement, afin en fait de garder une bonne visualisation de l'angle iridocornéen. Et en termes de saignement plus important ou moins important qu'avec les autres techniques, je pense que ça ne change pas véritablement les choses. Et c'est surtout le témoin du passage dans le trabéculum et donc à l'accès aux voies d'aval d'extraction numéreuse. Donc c'est vrai que le choix du visqueux et la quantité de visqueux injecté sans rendre l'œil très hypertone, ce qui peut être douloureux aussi pour le patient,
peut-être un élément ou une façon de réduire le risque de saignement. En pratique, enfin, Alice, tu pourras aussi commenter, les saignements majeurs, ils sont quand même rares et ils sont embêtants quand ils sont compliqués Oui. d'hypertonie et prolongés les jours qui suivent la technique. On ne peut pas dire que ça arrive jamais, c'est rare. Et avoir à laver ou enlever le sang est vraiment très, très, très peu fréquent. Ça a été rapporté très ponctuellement par des collègues, mais voilà, je pense que c'est moins d'1% des cas. C'est extrêmement peu fréquent. Et comme le disait Alice très bien, il faut savoir positionner la sonde d'une façon un petit peu antérieure, de fait, pour éviter que des impacts malencontreusement aillent vers la bande ciliaire, qui bien sûr est plus vascularisée, et c'est là qu'a priori peut survenir des IFEMA ou des saignements plus importants. Donc le positionnement de la sonde est vraiment très important et on l'apprend très très vite. Donc, c'est vrai que les segments intraoculaires pendant la chirurgie, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel en pratique, à tel point qu'on ne recommande pas forcément d'arrêter les traitements anticoagulants dans ce genre de chirurgie trabéculaire. Surtout qu'on sait que voilà, ça peut être pénalisant sur le plan général, cardiaque, d'arrêter les anticoagulants pour les patients âgés. Donc c'est toujours une décision qui est lourde. Donc, en conservant les anticoagulants, on peut réaliser la procédure. Et si jamais on a un petit segment qui arrive, bah, on arrive à tamponner avec du visqueux, par exemple, pour s'en sortir ou en patientant un peu. Mais voilà, on n'arrive jamais à avoir des segments qui sont invalidants pour poursuivre la chirurgie par la suite. Certains collègues mentionnaient le contrôle de la tension artérielle par l'anesthésiste. Et également, certains collègues mentionnaient, mais ce n'est pas démontré formellement, que le Midran qu'on peut utiliser comme anesthésiant contenait également un vasoconstricteur et peut-être pourrait limiter le risque de saignement en chambre antérieure pendant ou juste après la chirurgie. Eh ben, merci beaucoup pour vos réponses très claires. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous. À bientôt. Thank you for tuning into this episode of Interventional Glaucoma. Want to hear more? Be sure to click the subscribe button to be notified of new episodes. For more information about this episode's topic, read the show notes at eliosvision.com/OUS/podcast. Elios Vision is a wholly owned subsidiary of Bausch & Lomb. Elios Vision GmbH is the EU distributor of Elios, manufactured by Emlaze GmbH, and the Fido laser applicator, manufactured by Vinert Fiber Optics GmbH. Elios is CE marked and licensed for use in the EU and is currently under investigational use in the US. Please refer to the full disclaimer in the show notes.